Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans cet atelier de partage d'expérience. Nous remercions l'auditoire ici présent, connecté un peu partout dans le monde. Cet atelier est organisé par le Digital Boost Programme, qui est à l'initiative de Green Tech Capital Africa Foundation, qui suit sa pérégrination, son voyage dans toutes les terres d'Afrique, avec un objectif d'appuyer toutes les PME d'Afrique dans leur exécution au quotidien, que ce soit en termes de stratégie, de conseil ou bien sur la digitalisation. Et c'est dans ce cadre que cet après-midi, nous recevons Karim Ben Maïs, expert en développement commercial en Afrique du Nord et de l'Ouest, pour nous parler d'un sujet d'une importance capitale. Comment réussir votre stratégie commerciale? Capitale parce que, qu'on le veuille ou non, le département le plus important dans une boîte, c'est le département commercial. Une entreprise qui ne vend pas est appelée à disparaître. Mais la vente aussi ne peut pas aller sans le marketing. Dans la mesure où c'est le marketing qui fixe les prix, comment mettre à disposition le produit, c'est-à-dire la distribution d'autre part. Donc, c'est une entité. Voilà, le marketing et le commercial, c'est une entité, c'est un département primordial dans toute boîte, toute PME aspirant au développement. Bien entendu, dans les petites boîtes, on ne va pas parler de département, mais ce sera une personne. Mais que cette personne soit assez expérimentée pour franchement développer des stratégies, les piloter et être garant de leur réussite. Karim, je te laisse te présenter dans les détails et dérouler la suite. Merci beaucoup, Babacar, pour cette introduction. Et merci à Green Tech Capital Partners de me donner l'opportunité d'intervenir. Merci aussi à tous les participants auxquels je souhaite la bienvenue. On va passer 1 heure ensemble. J'espère que ça va être 1 heure fun où on va apprendre des choses, revoir des choses. J'aime bien, moi, quand c'est interactif parce que j'ai horreur des monologues. Donc, en fait, si vous avez des questions, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire, Babacar, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire intervenir l'audience quand il y a des questions. Oui, bon. Si l'audience veut intervenir, qu'il lève juste la main. Voilà. Ce sera un plaisir d'activer sa micro pour le laisser interagir avec Karim directement. Voilà, parfait. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction qu'a fait Babacar parce qu'effectivement, une entreprise sans client, ça meurt. Donc, de toute façon, vous pouvez avoir les plus beaux plans financiers du monde. S'il n'y a pas de clientèle, malheureusement, ça va péricliter. Et c'est vrai qu'il y a de toute façon un tandem, c'est le marketing et le commercial. Et au cours de cette présentation, de cette session, on va jongler entre les différents thèmes, que ce soit commerciaux, marketing, digitaux. Donc, écoutez, je vous propose de commencer directement, d'entrer dans le vif du sujet. Alors, ça serait bien si je pouvais changer de slide. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, c'est déjà un point positif. Donc, je me présente rapidement. Je suis Karim, j'ai 49 ans. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le business, donc plutôt dans le marketing et la vente. J'ai travaillé dans des sociétés de très grande taille dans le domaine de la santé, comme Sanofi ou Pfizer. Donc, là, les gens qui utilisent le vaccin Pfizer doivent connaître au moins le nom de la marque. Et aussi, j'ai eu l'occasion de travailler dans de toutes petites structures parce que je suis entrepreneur et j'ai monté une société avec un associé il y a 2 ans qui a bien commencé. Malheureusement, on a été touché par un missile sol-air qui s'appelle le coronavirus. Et ensuite, bon, ça nous a, on va dire, on a changé un peu notre fusil d'épaule, mais si vous voulez, la pratique entrepreneuriale, je la connais et j'ai été confronté aussi à ce type de questionnement
avant le lancement de l'entreprise et même pendant l'activité de l'entreprise, où à un certain moment, on s'est dit est-ce qu'on continue ou pas. Donc voilà, donc, je suis basé à Tunis. Alors, pour commencer, donc il faut utiliser la souris. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ce proverbe chinois qui dit celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui ne la pose pas l'est toute sa vie. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que c'est important d'avoir une interactivité avec l'audience. Et si vous avez des problèmes spécifiques ou des questions spécifiques, peut-être que même on pourra faire un suivi de cette présentation et je pourrai vous répondre, on va dire, en privé. Donc voilà. L'objectif de cette présentation, de cette formation, c'est effectivement de vous donner une sorte de boîte à outils qui va vous permettre, sur le plan commercial, d'avoir au moins les bases de ce qu'on doit utiliser et des bonnes pratiques. Le commercial, c'est en fait quelque chose qui est en général dans nos pays très négligé. Vous avez des formations en management, des formations en finance, mais c'est très rare qu'il y ait des écoles de vente où on nous apprenne à vendre. Et en fait, moi, j'ai fait une école de commerce et la partie vente était très, très, très menue, on va dire, était quasiment inexistante. Et c'est sur le terrain qu'ensuite, je me suis formé. Et ça, c'est un point important. En général, quand vous êtes start-upper, quand vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes pris dans votre idée, dans votre projet, il faut trouver des financements, il faut trouver des machines et tout, et on ne pense jamais au côté commercial. Donc l'objectif, c'est de vous donner vraiment une boîte à outils et pouvoir ensuite vous lâcher, entre guillemets. Je ne connais pas les profils des participants, mais je pense qu'il y a sûrement des gens qui sont au début de leur projet, et cela, à mon avis, devrait avoir une attention particulière lors de cette formation, de cette présentation. Alors, là aussi, il faut qu'on soit au clair au début. Moi, je dis toujours, est-ce qu'on est dans la vie réelle, donc real life, ou est-ce qu'on est dans second life? Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai été dans un incubateur quand j'étais au Maroc. Je suis resté là-bas 1 année et demie. Et en fait, j'avais avec moi des gens qui étaient là, mais qui étaient dans une second life. C'est-à-dire que derrière eux, ils avaient un projet, ils avaient une start-up et tout. Et derrière eux, il y avait papa-maman, il y avait un oncle richissime. Et ces gens-là venaient en Porsche Cayenne à l'incubateur. Et quand ils avaient besoin de 10 000 euros, ils appelaient papa-maman et ça tombait sur le compte. Bon, ça, c'est ce que j'appelle Second Life. Moi, j'étais dans Real Life, c'est-à-dire que j'avais à payer des charges, j'avais à trouver des clients, sinon on était mort. Et donc, ça, il faut qu'on soit vraiment au clair avec ça. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui sont sur Second Life, tant mieux pour eux, mais ils ne sont pas très, très, très concernés par la formation, parce qu'à mon avis, il y aura toujours papa-maman derrière. Bien sûr que ça peut aider, attention, hein, je ne dis pas que papa-maman ne puisse pas aider. Moi aussi, j'ai été aidé par ma famille dans le lancement de l'activité, mais à un moment donné, on m'a dit bah, « tu es bien gentil, mais quand même, il faut que tu gagnes ta vie tout seul, donc on te laisse voler de tes propres ailes. » Donc voilà, ça c'était un premier point. Alors l'entrepreneuriat, c'est un choix quand même assez risqué. Il faut quand même le savoir, parce qu'il y a le salariat, où effectivement on marche tous un peu en rang et on suit les ordres d'un chef ou d'un sous-chef. Mais il y a une certaine sécurité, c'est-à-dire qu'en fin de mois, il y a toujours un salaire qui tombe et c'est relativement quand même confortable. Alors, il y a quelques années, il y a eu un changement avec l'ubérisation de l'économie, de la société, où on a parlé de la fin du salariat. Et en fait, je ne veux pas dire que historiquement, ce n'est pas une fin du salariat, c'est un retour, on va dire, un peu aux tâches du Moyen-Âge, où les gens étaient, on va dire, des tâcherons et vendaient leurs prestations, on va dire, à la tâche. Donc, la plupart du temps, maintenant, les gens redécouvrent l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus risqué.
parce qu'il y a des pics d'activité, il y a des hauts, il y a des bas. Il se peut qu'à un moment donné, les clients ne soient pas au rendez-vous. Il se peut que vous ayez des aléas, on va dire, politiques, économiques, sociodémographiques qui fassent que malheureusement l'entreprise ait de la peine à trouver des clients. Mais on va dire que l'entrepreneuriat, quand même, c'est dans le sens de l'histoire. Et de plus en plus, maintenant, on voit le développement d'auto-entrepreneurs, que ce soit chez nous, en Afrique ou dans d'autres pays plus développés, où le statut entrepreneur est de plus en plus, on va dire, plébiscité. Donc, un choix risqué, il faut quand même faire une bonne étude. C'est pour ça que, à mon avis, cette formation peut vous intéresser, peut être, on va dire, très importante pour vous, pour avoir des outils pour faire le choix. Est-ce que vous pouvez vous lancer ou pas? Alors, on va changer de slide. Ce qui est bien, c'est de se connaître soi-même, parce que quand on est dans une organisation, on suit des procédures, on suit des règles, mais quand on est tout seul, on va passer sa vie à résoudre des problèmes. Hein, c'est ça. Quand on est entrepreneur, c'est ça. Il faut trouver des clients, il faut payer les employés, il faut payer le bureau, il faut payer les locaux, il faut payer les différentes charges, les impôts, la CNSS. Enfin, je vous en passe et des meilleurs. Alors, il faut que vous connaissiez et que vous sachiez comment vous pouvez résoudre ces problèmes. J'ai pris cette petite illustration qui est assez amusante, je trouve. Et effectivement, ça dépend de votre mindset et de la façon dont vous allez pouvoir faire les choses. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui allait trouver des solutions à vos problèmes? Est-ce que vous allez appeler à l'aide, différentes personnes. Comment est-ce que vous allez gérer? Et ça, je pense que c'est important que l'on puisse faire un peu une sorte de miroir avant de se lancer. Et commercialement aussi, bien sûr, savoir comment est-ce que vous allez réagir quand on va vous claquer la porte au nez, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, votre produit vaut rien. Et est-ce que vous allez avoir la capacité de vous remettre en selle et de pouvoir continuer à prospecter et toujours croire en votre projet. Donc, je pense que ça, se connaître soi-même, c'est très important. Essayez de faire ça avec des proches qui vous connaissent, pas obligatoirement la famille parce qu'il y a un biais affectif quand même important, mais je vous conseillerais de faire ça avec des amis qui vous connaissent de longue date et avec qui vous avez eu des hauts et des bas. Donc comme ça, ils pourront vous faire un feedback de qualité. Donc se connaître soi-même. La perception, effectivement, de la fonction commerciale dans nos pays n'est pas toujours top. Souvent, c'est un baratineur ou une baratineuse, un beau parleur. On a eu toujours des arnaques, on s'est fait arnaquer par des gens au téléphone qui nous ont vendu des choses. Donc, en fait, globalement, quand on dit à son père ou à sa mère, ah, je vais être commercial, c'est un peu une déception. Hein. C'est mieux de dire, je vais être médecin, je vais être pharmacien, je vais être avocat, je vais être ingénieur. Mais commercial, ça a on va dire une connotation qui est assez négative. Et je pense qu'il faut sortir de ça et se dire que le commercial, c'est le moteur de l'entreprise. Si vous n'avez pas un bon commercial, une bonne fonction commerciale, malheureusement, vous n'arriverez pas à vous développer. Quand vous voyez par exemple que des marques internationales comme Nike, le fabricant de baskets, a complètement externalisé sa production et n'a gardé que en fait, le design et le commercial et le marketing, on voit très bien que c'est une fonction clé de l'entreprise. Donc, essayons de sortir de cette perception qui, malheureusement, dans nos pays, nous colle un peu à la peau, nous les commerciaux. Hein. Alors, les 5 qualités d'un bon vendeur. Là, je vais demander un peu à l'audience. Alors, pour vous, ça serait quoi les bonnes qualités, les 5 qualités d'un bon vendeur? Ou au moins une ou deux qualités? Est-ce qu'il y aurait des gens qui se lanceraient là? Je rappelle que vous pouvez lever la main et là, j'activerai votre micro. Qui se lance? Alors, un courageux, un téméraire. Voilà. Il y a Eliman Kouyaté, je vais permettre de parler.
Eliman, tu peux parler, tu peux activer ton micro et parler. Eliman? D'accord. Alors, OK. Bon, bonjour. Elmine, du moins. Oui. Allez-y. Je suis Elmine de la Côte d'Ivoire. Mon entreprise produit et commercialise des champignons sous forme de champignons frais, séchés et en boisson. D'accord. Et donc, nous sommes une start-up parce que l'activité est quand même nouvelle. Et puis, nous avons commencé les ventes en ligne avec Green Tech Green Tech. pour booster notre affaire. Donc, cette conférence est d'un intérêt particulier pour nous. Merci encore. Alors, selon moi, les bonnes qualités d'abord d'un vendeur, les bonnes qualités, c'est d'abord la connaissance du produit. Oui. La connaissance de son… quand je parle du produit, je mets dans le produit encore tout son environnement, quoi. Voilà. Le produit, la connaissance de son client, c'est-à-dire il faut préparer ses rendez-vous, il faut connaître le client, quel cible, qui est-ce que je veux atteindre, d'accord? Tout à fait. Et puis, je peux ajouter aussi, pour moi, ça reste toujours important, l'attitude, c'est-à-dire la posture du bon vendeur. Voilà, la posture doit être assez rassurante, rassurante pour le client, donc à travers peut-être un ton sourire ou à travers une attitude assez positive, d'accord, pour pouvoir permettre au client d'être à l'aise avec ce bon vendeur. Voilà. Et bon, donc dans l'attitude, il y a la politesse, hein, la politesse. Donc, il faut se séparer, toujours bien se séparer avec le client, qu'il ait acheté ou pas. La séparation, la façon dont on se sépare peut susciter un autre achat. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. C'est vrai. Bon, ben, vous avez tout bon. Oh, j'ai rien à vous rajouter. Alors là, vous savez tout là. Bon, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Et effectivement, c'est ça. Hein, bon, la connaissance du produit ou de son marché, ça, c'est clair que quelqu'un qui ne connaît pas son produit, ben, il va droit dans le mur. Il faut être aussi très organisé. Hein, la fonction commerciale, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation. Vous disiez à juste titre qu'il faut connaître son client, et c'est vrai que ça prend du temps. Moi, je dis qu'il faut être honnête. Ça veut dire quand le produit ne correspond pas, il faut le dire. Et moi, j'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont dit, mais est-ce que tu… Alors finalement, ton produit ne correspond pas. J'aurais dit non, allez voir plutôt un tel. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est apprécié par les gens. Il ne faut pas essayer de faire une vente à tout prix. C'est surtout ça. La vente aussi et le commercial, c'est qu'on doit avoir une certaine résistance à la pression, à l'échec, au refus, parce que vous avez le taux de retour sur le nombre de gens que vous allez prospecter, surtout si c'est du téléphone, si vous faites de la vente en ligne. Bon, alors là, la vente en ligne, c'est plutôt de l'inbound marketing. Là, vous allez attirer vos clients, j'imagine. Ou alors peut-être que vous faites quand même du marketing, vous envoyez des mailings, vous faites du phoning. Mais bon, pour vous dire un peu le taux de retour sur 100 clients ou 100 prospects appelés, vous en avez un qui va vous répondre. Et donc, ça ne veut pas dire que ça va être une vente. Hein. Donc, c'est quand même difficile. Il y a des jours où il faut avoir le moral. Donc, c'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même. Parce que si on est quelqu'un un peu fragile ou qui n'a pas souvent le moral, il ne faut pas faire commercial. Il faut faire autre chose, il faut faire comptable. Là, les chiffres, ils ne vont pas vous mentir. Faut être optimiste. Il faut savoir se remettre en cause aussi. Il y a des moments où on dit bah ouais, j'ai raté le truc, j'ai été mauvais. Là, j'ai eu un client il n'y a pas longtemps, j'ai été mauvais. Et je me suis dit, moi, j'ai complètement raté mon truc. Donc, ça peut arriver. Après, il faut savoir rebondir. Donc voilà, moi, je dis à peu près ces 5 qualités. Mais comme vous l'aviez dit, madame, vous étiez dans le vrai. Hein, donc là, c'est plutôt bon signe. Donc bon, ça voilà, les principales qualités. On va essayer de changer de slide. Il faut savoir aussi sur quel marché on est. Alors ça, c'est très important. Si vous commencez sur un marché qui est en croissance, effectivement, ça peut être très intéressant. Si vous êtes sur un marché en maturité, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts, de différenciation. Et si vous êtes sur un marché en déclin, il faut aussi le savoir. Donc, si vous vendez, par exemple, des formations pour caissières, être caissière dans des grands supermarchés,
c'est pas, à mon avis, un métier d'avenir, hein. C'est des choses qui vont peut-être marcher quelques années, mais ensuite, on voit l'automatisation des choses au niveau de la grande distribution fait qu'il va y avoir une disparition des caissières. Si vous êtes sur un marché en lancement, il va falloir justement profiter des nouvelles tendances et essayer de se différencier par rapport à vos concurrents. Donc voilà, ça c'est pour savoir un peu sur quel marché vous êtes. Souvent, on ne fait pas le distinguo, on ne fait pas l'étude, on se dit tiens, j'ai une idée géniale, je vais faire de la téléprospection, mais bon, ou vendre je ne sais quoi, vous disiez des champignons. Est-ce que c'est un marché qui est en croissance ou pas? Je veux lancer une nouvelle gamme de lait pour bébé. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Si effectivement vous êtes dans un pays où il y a une forte natalité, ou s'il y a une croissance du pouvoir d'achat, tant mieux, ça ne pourrait que marcher à mon avis. Mais si vous êtes dans un autre type de structure de population, il y a des risques. Donc, prenez le temps d'étudier votre marché et de savoir sur quel marché vous êtes. Donc, voilà, ça, c'était une des choses à voir. Ah, alors là, ça, c'est une slide, à mon avis. S'il y en a une seule à retenir, c'est cette slide-là. C'est d'être data-driven, ça veut dire de pouvoir se fixer ses objectifs via des données. Hein, et non pas du pifomètre en disant tiens, il y a mon cousin qui m'a dit que ça marchait bien. Oui, mais le cousin, il n'en sait rien en fait. Il faut savoir un peu quelle est la taille de votre marché. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre après de définir votre part de marché, la part que vous allez pouvoir prendre sur ce gâteau-là. Si vous parlez du marché des champignons là, dont vous parlez, madame, il y a combien d'acteurs? Ça représente combien? Il faut arriver à chiffrer un minimum et savoir un peu combien on va prendre de parts de marché. Combien on a de concurrents? Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on est le 20e qui va arriver sur le marché? Et qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Donc, c'est l'avantage concurrentiel, là. Quel est votre prix? Parce qu'il y a des gens qui… moi, j'ai été étonné. J'ai rencontré des gens qui étaient dans des startups et qui… alors, ils avaient le pitch, ils avaient tout. Mais je leur disais combien ça coûte. Ils me disaient, je ne sais pas. Ah bon? Ils n'avaient pas fait leur prix. Ils n'étaient pas arrivés à calculer leur prix de revient. Bon, alors ça, c'est très embêtant parce que vous allez vers la catastrophe. Quel est le prix de vos concurrents? Ils sont à quel prix, vos concurrents? Ils sont plus chers? Ils sont moins chers? Est-ce que vous allez attaquer le marché en cassant les prix? Est-ce que vous avez une offre premium? Et dans ce cas-là, vous allez avoir un prix plus cher que les autres, mais il va falloir arriver à, comment dire, à dégager une valeur ajoutée supplémentaire par rapport aux concurrents en disant, voilà, nous, on est bio, par exemple, on est sans gluten, on est sans pesticides, donc on est plus cher. D'accord. Bon, il faut savoir si le client est sensible ou pas à ça. Quelle est votre marge? Parce qu'il y a des fois, quand on est dans des modèles de distribution, on va dire, plus longs, avec les marges des différents intermédiaires, il se peut qu'à la fin, on gagne presque rien. Dans la grande distribution, vous savez qu'il y a des marges arrière, il y a des marges avant, il y a des ristournes, il y a des promotions. On vous fait payer quand on ouvre un hypermarché et à la fin, vous vous retrouvez avec presque rien. Hein. Donc, à savoir quelle est votre marge et quel est votre avantage concurrentiel, en l'espèce, savoir qu'est-ce qui va être l'élément qui va être déclencheur pour que vos clients achètent votre produit ou pas. Donc ça, c'est une slide très, très importante. Alors là, je pense que c'est intéressant aussi de créer ces personae. C'est un peu essayer de faire son mix marketing en se disant, tiens, mon client, c'est quoi? Ben, ça va être plutôt une femme, plutôt la trentaine, plutôt urbaine, qui travaille, qui est plutôt d'une CSP+, qui n'a pas le temps de cuisiner. Donc, c'est pour ça qu'elle, elle va acheter des plats surgelés. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et on essaye d'avoir, on va dire, une sorte de portrait robot hein, de cette personne et de tourner autour et d'avoir une sorte d'écosystème où on va pouvoir voir quels sont ses besoins
et voir quelles sont les opportunités qu'on pourrait dégager de ces différents personages. Donc moi, je vous invite, surtout si vous êtes dans tout ce qui est e-commerce et ce genre de choses, de créer un peu, on appelle maintenant le buyer personae, où on a on va dire le chemin de vente par personnage. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de personnage. Donc je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà. Donc créer ces personages, voir quel type de cycle de vente, sur lequel type de cycle de vente vous êtes. Est-ce que vous êtes sur un cycle long? Est-ce que vous êtes sur un cycle court? Est-ce que c'est un cycle simple? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que, par exemple, vous allez vendre directement dans un supermarché ou alors vous allez être obligé de passer par le service achat, puis ensuite le service technique, et ensuite le service financier. Et enfin, vous arrivez au consommateur final ou à l'utilisateur final à la fin. Ça, c'est très, très, très différent. Parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi de faire votre prévision en termes de chiffre d'affaires et en termes de trésorerie. Si vous vendez un avion, hein, ce n'est pas la même chose que si vous vendez une boîte de sauce tomate. Un avion, ça peut prendre une année avec les différents contacts. Une boîte de sauce tomate, c'est toutes les minutes. Vous pouvez en vendre dans les supermarchés ou dans les supermarchés ou chez l'épicier du coin. Vous voyez? Donc ça, c'est très important de voir un peu comment est-ce que vous allez orienter votre prospection et comment ensuite vous allez pouvoir avoir votre cycle de vente. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas de questions? Oui. Jusque-là, ça va. L'audience, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Très bien. Bon, alors continuons alors, par plus fort encore. Le suivi de la performance, et ça c'est quelque chose qu'on fait rarement, parce qu'on est pris dans énormément de choses, comme je vous disais, surtout au début. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des tableaux de bord et des indicateurs de suivi. Alors là, je vous montre un peu. La performance, elle peut être suivie. Il doit y avoir un reporting. Alors, si vous êtes une petite structure et que vous faites vous-même le commercial, vous allez vous dire, ouais, mais c'est inutile, je sais très bien ce que j'ai fait. Non, non, non. Il faut arriver à avoir un reporting pour voir semaine après semaine, mois après mois, année après année, combien, en fait, les ventes, de combien elles ont augmenté, baissé. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des vendeurs qui sont plus performants que les autres? Est-ce qu'on peut les mettre en concurrence? Et si vous avez une équipe de vendeurs, je vous conseille vivement de faire une réunion, c'est un point régulier hein, toutes les semaines, en général c'est le lundi matin, où on se rencontre et on dit, allez les gars, cette semaine on a tels objectifs, on va aller voir tel client pour lui dire ça, pour lui vendre ça, et on fait le point la semaine d'après en fonction des réalisations de la semaine écoulée. Donc vous voyez, là, c'est un graphique que j'ai utilisé moi quand j'étais dans une société, pour ne pas la nommer, Sanofi. Et là, on voyait très bien le nombre de visites par produit. Après, ça peut être par représentant commercial, le temps passé, est-ce qu'il a adopté ou pas le message. Donc, vous voyez, c'est des analyses très fines qu'on peut faire. Alors, au début, bien sûr, on ne va pas aller dans cette finesse d'analyse, mais au moins qu'on ait du quantitatif, on va dire, le nombre de ventes, le nombre de palettes, ou alors en chiffre d'affaires, pour au moins avoir une idée de l'avancement des ventes. Et ça doit se faire via un reporting, je vous dis, qui doit se faire d'une façon hebdomadaire. Le mois étant trop court, et par jour, ça n'a aucun intérêt, parce que, sauf si vous êtes vraiment dans on va dire, du métier comme du call center ou des choses comme ça, mais je pense pas, à part ça, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt de faire un reporting par jour. Mais sinon, c'est très important d'avoir justement ce suivi de la performance. Ah oui, alors. Calculer son coût de revient ou son prix de vente. Comme je vous disais, il y avait des gens qui étaient avec moi dans l'incubateur et ils ne savaient absolument pas calculer leur coût de revient. Alors, ils mettaient des prix un peu n'importe comment. Donc, soit vous vendez du conseil, vous voyez sur l'écran, sur la partie droite, c'est une société de conseil avec qui on a travaillé. Eux, ils vendaient des jours hommes. Alors, jour homme, c'était 2 900 € la journée.
Bon, au moins, on le sait. Eux, ils ont calculé qu'un associé coûtait ça. Mais de votre côté, vous devez avoir au moins un calcul de votre seuil de rentabilité ou de votre coût de revient. Combien va vous revenir le prix du produit sorti usine et ensuite, vous rajoutez votre marge. Parce que sinon, vous n'allez rien gagner dans l'histoire. Donc, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc ça aussi intéressant et important, à mon avis, essayer d'avoir aussi les prix des concurrents. On peut aussi fixer son prix par rapport à la concurrence, mais moi, ce que c'est un peu casse-figure, faites attention, parce qu'on ne connaît pas les volumes obligatoirement de la concurrence. Et moi, je vous conseille plutôt d'avoir un calcul du coût de revient par rapport à vos entrants. Donc voilà. Identifier les décideurs, ça c'est très important. En général, on a dans nos pays, les gens n'ont pas la franchise ou l'honnêteté de vous dire non, ben, c'est pas moi qui décide. Donc vous allez vous retrouver en face de quelqu'un, vous allez avoir votre discours commercial, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, on va vous dire ah oui, c'est intéressant, troisième rendez-vous, oui. Et là, à un moment donné, vous allez vous dire mais bon, il achète jamais celui-là. Mais en fait, peut-être que c'est pas lui le décideur. Et dès le début, à mon avis, il faut toujours poser un peu une question en disant bah, écoutez, très heureux de vous avoir rencontré et tout, mais au fait, dans le processus de décision, qui est impliqué chez vous ou, vous êtes le seul décideur ou et si on vous dit, bah non, il y a monsieur Untel, là, il y a monsieur Babacar, ah bah oui, bah monsieur Babacar, il faut aller le rencontrer aussi. Donc, il faudrait dire, oui, bah écoutez, la prochaine fois, je viendrai, puis on prendra un café tous les trois. Hein, comme ça, je verrai monsieur Babacar et on pourra discuter aussi avec lui. Il faut essayer d'identifier le décideur dès le début. Sinon, vous allez vous faire balader. Moi, à un moment, j'étais tombé chez un client charmant. Alors, lui, vous voulez me voir hein, toutes les 2 semaines. Il avait du temps sûrement dans son agenda et tout. Puis bon, moi, je n'avais pas compris que ce n'était pas lui le décideur. Donc, on passait des bons moments, on discutait et tout. Mais à un moment, je me suis dit, mais ça ne va pas du tout, tout ça. Et c'est ensuite que je me suis rendu compte qu'il n'était pas décideur. Donc, essayez, dans un souci d'efficacité, d'identifier rapidement les décideurs et de prendre attache avec eux ou avec elles. Donc, voilà. Après, il faut avoir un pitch. Ça, c'est effectivement quelque chose que je vous recommande. Qu'est-ce que c'est un pitch? Ben, c'est une sorte de phrasé, entre guillemets, que vous allez apprendre quasiment par cœur et que en fait dans un cocktail, dans une soirée, dans un escalator, dans un comment on appelle ça, elevator, oui, dans un ascenseur, pardon, on va vous dire mais bonjour, vous faites quoi vous? Eh ben oui, ben moi je suis Africa BizDev qui a été conçu pour les entrepreneurs qui veulent se développer sur le continent africain. Africa BizDev est une société de conseil, mais contrairement à ses concurrents, vous offre une gamme de produits uniques grâce à une équipe de spécialistes et d'experts. D'ailleurs, je vous propose gratuitement une heure de consulting. Si ça vous intéresse, rappelez-moi. Voilà. Bon, j'ai relu le phrasé, mais vous, si vous dites ben, je suis une société de champignons, ma cible, c'est les restaurateurs qui veulent donner un goût de la France à leurs clients, je paraphrase, mais bon. Et il faut que vous ayez votre pitch. Ça, c'est absolument nécessaire. Ne serait-ce que pour la famille, parce qu'à un moment donné, on va sûrement vous dire, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Et si vous êtes là en train de vous dire, bah oui, Non, il faut avoir son pitch et il faut avoir la chose d'une façon claire, limpide. Et je vous dis, au début, si ce n'est pas naturel, apprenez-le par cœur. Hein. C'est des choses qui se font. Moi, je les apprends par cœur des fois. On verra plus tard aussi, il va falloir aussi apprendre des choses par cœur. On croit que le métier de commercial, c'est de l'improvisation. Ce n'est pas du tout de l'improvisation. C'est comme un comédien, il faut apprendre un texte et il faut savoir après, on va dire, pas le réciter, mais le ressortir d'une façon, on va dire, la plus agréable possible pour le client. Mais je vous déconseille complètement de partir comme ça à vue sans savoir où vous allez. Vous risquez des catastrophes. Donc, avoir un pitch, moins de 2 minutes, à mon avis, c'est vraiment essentiel.
politique de rémunération de la force de vente. Si bien sûr vous avez une force de vente. Mais bon, si vous êtes tout seul, bon, bien sûr, vous allez vous rémunérer en fonction des résultats. Mais si vous avez une équipe, il va falloir mettre en place donc un système de rémunération, un système de primes qui doit être compréhensible pour tout le monde. Ça ne doit pas être compliqué, ça ne doit pas être des choses où les gens ne comprennent rien. Ça doit être transparent. Ce n'est pas parce qu'on est le cousin du machin qu'on va toucher plus. Ce n'est pas parce qu'on est copain avec le chef qu'on va toucher plus. Ça doit être motivant. Bien sûr, si on vous dit ah bah ouais, mais si tu me vends à partir de 1 million d'euros, ou 10 millions CFA, tu auras ah bah oui, mais bon, moi je ne peux pas courir et je ne serai pas motivé. Donc inciter les gens à que ce soit pas performant sur des éléments bien sûr de mesure précis, qu'on puisse savoir le nombre de boîtes, le nombre de ventes, le nombre de contacts qui ont été pris, une qualité de service si vous êtes dans le service, et avec des échéances de paiement régulières. Moi, je vous déconseille de faire une prime annuelle. Une prime annuelle, c'est un peu démotivant pour les gens parce qu'il y a des mois qui sont moins bons que les autres. Je vous conseille plutôt de faire les choses d'une façon trimestrielle où il y a une cadence et ça permet aux gens de toucher un minimum et d'être content. Parce que quand on est commercial, ce qui est important, c'est la prime, hein, c'est pas le salaire. Il y aura un fixe, on est bien d'accord, et le plus important, c'est la prime. Enfin, chez moi, c'est comme ça que ça marche. Donc là, je vous remets un peu exemple qui a été fait aussi toujours chez Sanofi, où il y a beaucoup de belles choses qui avaient été faites. Dans la Business Unit Specialty Care, les gens du diabète, eh ben, ils savaient qu'ils étaient primés à 60% sur Lantus, 20% sur Apidra et 20% sur Amarel. Et donc, ils touchent, s'ils sont à 100% sur ces différents produits, ils touchent 500 dinars. Ça peut être 500 euros, ça peut être ce que vous voulez, mais au moins, il y avait un document qui matérialisait, on va dire, une sorte de contrat entre l'employeur et la force de vente. Donc, on imprimait, hein, les gens sortaient, on avait ce qu'on appelle un plan de campagne. Donc, c'est une réunion plénière où on avait donc tous les vendeurs. On leur faisait une présentation et on leur expliquait sur quoi ils allaient être primés, comment ils allaient être primés. Et ensuite, ils repartaient avec un petit booklet et ils pouvaient potasser chez eux et faire les calculs au cours du mois pour voir se dire, tiens, bon, je vais bientôt arriver à la prime ou pas. Donc ça, c'est très important d'être transparent et d'être clair avec sa force de vente. Il n'y a pas plus désagréable que quand on change les règles en cours de partie. Là, vous allez démotiver totalement l'équipe. Donc, faites attention à ça. Alors après, CRM en note CRM. Bon, on va dire que moi, je suis partisan quand même d'avoir un CRM à partir d'un certain volume d'affaires. Parce que ça facilite quand même largement les choses. Le suivi surtout des prospects et les réalisations. Bon, là, j'avais fait une petite vidéo, j'avais capté une petite vidéo, mais c'est en anglais, donc je ne pense pas que ça soit intéressant. Mais bon, disons que quand on est au début, on peut commencer à faire un suivi sur Excel ou alors sur Google Sheet, parce que c'est bien, Google Sheet nous permet d'envoyer des liens et de pouvoir partager ça avec ses collaborateurs, ses collaboratrices. Mais à un certain moment, je pense qu'il faut passer sur un CRM, surtout qu'il y a beaucoup de CRM maintenant sur le marché qui sont gratuits. Alors bien sûr, bon, ils ne sont pas extraordinaires, mais pour faire un suivi des ventes et de votre tunnel de vente, à mon avis, ça suffit largement. Et si vous n'avez pas 36 000 produits, ça suffit, à mon avis, pour tenir le coup. Donc moi, je serais partisan, à partir d'un certain nombre de clients ou de chiffres d'affaires, quand même de passer sur un CRM. Tout le monde sait ce que c'est un CRM, hein? Oui? Oui, à la base, je pense. D'accord, bon, très bien. Bon, s'il n'y a pas eu de questions, alors tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Ensuite, vous avez la base de données. Ah, ça, c'est une chose qu'en général, dans les entreprises, on ne trouve pas. Surtout dans les startups. Ça, c'est une véritable catastrophe. Et parce que les gens, alors chacun, si vous avez de multiples commerciaux, chacun a sa petite base de données propre
Donc, sur un feuillet, j'ai vu des gens travailler sur un agenda, donc ils notaient les rendez-vous manuellement. Donc, vous n'avez aucune visibilité sur ce que fait votre équipe dans ce cas-là. Donc, à mon avis, il faut quand même mettre en place une base de données. Tiens, il y a peut-être une question, là, j'ai vu un petit flash en haut, non? Oui, oui. Je D'accord. demande d'expliciter le CRM, s'il vous plaît. Ah bon, alors le CRM, c'est un outil intégré qui doit permettre en fait de gérer la relation client. Donc, depuis le fait que vous approchiez quelqu'un qui va être un prospect, on va le rentrer dans cet outil-là, qui est en général un outil informatique, et tout au long du parcours de vente, cet outil va nous guider et va nous, comment dire, et va nous donner des guidelines pour bien gérer la relation client. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai une conférence avec vous, on est le 21. Mettons que on doit se rappeler, je dois vous rappeler donc dans 7 jours. Donc, on va dire que le 3, je vous rappellerai, ou dans 10 jours. Dans le 3, je vous rappellerai. Donc, vous rentrez ça sur la machine et automatiquement, le 3, sur votre messagerie, il va y avoir un message qui va dire « Rappelez Monsieur Babacar ». Vous voyez? Donc, c'est un outil intégré de gestion de la relation client. Voilà. J'espère avoir été clair. Alors, pour revenir à la base de données, il faut absolument formater une base de données avec le nom, le prénom, le titre, la société, l'adresse, l'email, le téléphone, le poste, tout ce que vous voulez. Ah, ça clignote aussi en haut là. Oui. Question. Juste, je termine parce que c'est important, s'il vous plaît. Et d'avoir ça au moins qui soit en partage sur les différents commerciaux, parce que imaginez que moi j'ai vu des commerciaux qui partaient chez les concurrents avec leur calepin et avec la base de données, avec le nom du client, avec enfin bon, c'est hallucinant quand même. Il faut absolument avoir quelque chose et qui soit, à mon avis, informatisé. Maintenant, sur Excel, sur Google Sheet, vous pouvez faire ça sur Access. Après, si vous voulez, bien sûr, avoir des bases de données plus relationnelles, vous pouvez faire ça sur des logiciels plus professionnels, mais au moins que tout le monde utilise le même format et que ça soit centralisé quelque part. Ça, c'est très important parce que imaginez que quelqu'un parte, alors il peut déjà partir avec la base de données, ce qui est embêtant, donc il faut que ça soit sécurisé quelque part. Et imaginez que chacun fasse son truc de son côté, on n'arrivera jamais à consolider le suivi des clients. Donc ça, c'est très important, la base de données. Bon, on avait une question, je pense, là. Oui, dans la discussion. Est-ce que vous voyez? Je ne vois pas, non, si. Voilà, il demande, vous pouvez donner des exemples plus précis de ce genre d'outils? Ah bah, vous avez le plus connu, à mon avis, au monde, c'est Salesforce, qui est utilisé. Alors, il y a une version freemium qu'on peut utiliser. Il y a Odoo, donc c'est O-D-2-O, Odoo. C'est un logiciel, je crois, belge et qui rend quand même de bons services. Et il y a une version gratuite. Donc, vous pouvez aller sur odoo.com et vous pouvez télécharger. Excusez-moi, c'est la fin de la journée, je suis un peu fatigué. Vous pouvez télécharger une version gratuite qui peut vous aider. Donc, voilà, c'est les deux grands qui me viennent en tête là. Pas la peine d'investir au début. À mon avis, commencez sur une version gratuite et vous voyez si ça vous va. Si vous trouvez que c'est vraiment très intéressant, après, vous pouvez passer sur la version payante qui va vous, par exemple, vous donner plus de modules où vous allez pouvoir, par exemple, lier vos ventes à la facturation, à la comptabilité, à tout ce genre de choses, ce que ne permettent pas les versions gratuites. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Augustino, c'est bon pour toi? Tu peux intervenir si tu le souhaites. Oui, pour moi, c'est bon. Voilà, tu actives ton micro si tu veux intervenir. Ah, ok, c'est bon. Vous me recevez?
Oui, Oui, on te je vous reçoit. entends. Oui. Alors, oui. Bon, ça peut aller. J'ai noté Odo, j'ai noté aussi Salesforce. Là, je suis en train de checker déjà. Je vais mieux me renseigner, voir ce qu'on pourrait implémenter chez nous. Merci. Oui, je vous en prie. Après, je vous dis, tout dépend de ce que vous voulez. Il y a sûrement des éditeurs locaux aussi qui font des choses bien. Il faut juste regarder. D'accord. Moi, je vous conseille de commencer par une version d'évaluation gratuite. Si OK. ça répond vraiment à vos besoins, après, vous pouvez passer à la version payante. Mais ça ne sert à rien de commencer avec un éditeur qui va vous coûter de l'argent et peut-être qu'il ne répondra pas vraiment à vos besoins. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, alors vraiment, le trésor, moi, c'est ce que j'appelle le trésor de l'entreprise, c'est la base de données client. Faites vraiment très attention à ça. Et pour la petite histoire, il y a eu un hébergeur qui s'appelle OVH. Il a eu un incendie dans son data center et il a perdu la moitié des données de ses clients parce que malheureusement, il n'avait pas une sauvegarde automatisée quelque part ailleurs. Donc faites attention, ayez une sauvegarde, faites ça sur un disque dur, une clé USB ou ce que vous voulez comme device, mais ayez une sauvegarde de votre base de données client. Donc voilà. Alors, il y a différents modèles de vente. Effectivement, madame, au début, nous avait dit qu'il fallait préparer un peu sa visite, être poli, être courtois à la fin. La conclusion, c'est vrai, c'est très important. Si on n'achète pas, il ne faut pas aller dire ah ben, vous n'avez rien compris, espèce d'abruti. Il faut bien sûr être là en disant bon, ben, écoutez, très bien, je comprends. Peut-être qu'on pourra se revoir dans 1 an ou dans 6 mois, on peut refaire le point. Vos besoins, votre volumétrie va augmenter. Et encore merci pour le temps que vous m'avez accordé, quoi. Bien sûr, il faut être dans un esprit positif, il faut être chaleureux. Et en fait, bon, c'est vrai que la vente, c'est par étapes. Hein. Donc, il faut quand même préparer son contact ou sa visite. Il faut savoir qui on va aller voir. Maintenant, avec les outils de social media, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Vous n'avez qu'à googler le nom de la personne. Vous tapez sur Google Karim Benmaïz et vous allez voir qu'est-ce qui va sortir. À partir de là, vous allez sur des réseaux, par exemple comme LinkedIn, qui est un réseau professionnel quand même très puissant, et vous allez pouvoir voir quel est son parcours. Peut-être que vous avez fait la même école, peut-être que vous êtes vous aimez le même club de football, ou j'en sais rien, des choses comme ça qui peuvent être des éléments, on va dire, qui vont vous permettre de créer un lien avec la personne. Oh là, je suis en retard sur mon timing, je suis en train de voir là. Bon, je vais essayer de tenir dans l'heure là. Ensuite, vous avez la prise de contact. Effectivement, il faut essayer d'avoir le décideur, essayer de passer les différents filtres parce que maintenant, justement, on a de plus en plus de gens qui sont au front desk ou les gens qui font du secrétariat qui vont vous bloquer. On va vous dire, ah bon, c'est Monsieur Babacar, de quelle société? Vous désirez quoi? Ah bon, mais je voudrais lui parler. Oui, mais c'est à quel sujet? Bon, donc ça, c'est très embêtant. Donc, il faut arriver à passer ces barrières et ces filtres. Et par exemple, un réseau social professionnel comme LinkedIn est très intéressant parce que vous avez directement un contact avec la personne. J'espère que toutes et tous ici, vous avez un compte LinkedIn. Hein. Je suis pas, attention, hein, je ne suis pas payé pour LinkedIn hein, pour dire ça, mais je crois vraiment que c'est un outil très, très, très puissant. Alors après, la découverte des besoins, effectivement, il va falloir voir, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être intéressé ou pas par le produit. Et ça, c'est vraiment important. Et le plus important, c'est de la faire parler, la personne, et non pas de lancer on va dire son argumentaire, de parler, de dire mon produit, il est ci, il est ça, mais dire plutôt, bon, écoutez, quels sont vos besoins actuellement? Vous êtes une nouvelle société, vous êtes une start-up, vous cherchez un logiciel de CRM, quels sont vos besoins? Ah, ben, mes besoins, ça serait plutôt de qualifier les leads, d'avoir un channel de vente clair, de pouvoir après lier ça avec mes devis que je vais envoyer automatisés, de lier ça avec ma messagerie, comme ça je vais pouvoir avoir automatiquement les messages de mes clients qui vont arriver et lier ça avec la facturation. Ah bon, bah, très bien, on a ce type de fonctionnalité. Bon, vous voyez ce genre de choses, la partie découverte, elle est importante.
Après, bien sûr, il va y avoir des objections. Ça, c'est normal. Et alors, ça, c'est très important. Il ne faut pas se braquer pour les objections. Quand on va vous dire, mais écoutez, votre logiciel, quand même, il est un peu dépassé, hein. Maintenant, vous demandez qu'on l'installe sur le PC alors que la plupart des logiciels sont sur le cloud. Ah oui, mais d'accord. Mais dans ce cas-là, vous savez, il va falloir avoir l'argumentation. Quand vous avez des objections, il ne faut pas être négatif, il ne faut pas être agressif, il faut se dire c'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt et en général, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit jeu avec vos collègues et de vous dire voilà quelles seraient toutes les objections, hein, que on pourrait avoir et de se faire un peu le traitement des objections. Ça, c'est très important. En général, après, il y a la conclusion, il y a la vente. La personne dit bon, ok, j'achète, ou alors je vais prescrire, ou alors dire bon, je m'abonne. Et après, il y a le suivi. Le suivi, en général, moi j'avais vu, j'avais créé un site internet pour ma société là, et j'étais passé chez un hébergeur américain. Je suis allé directement aux États-Unis et j'ai été très étonné. Après avoir été client, on m'a envoyé un mail en me disant est-ce que vous êtes satisfait? Après, on m'a renvoyé un truc, on m'a dit est-ce qu'on peut discuter un quart d'heure? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de l'ergonomie du site? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bon, bien sûr, ils voulaient me vendre des choses, hein, derrière, mais c'était tellement bien fait que le suivi de la vente s'est pas fait sentir. Et c'était vraiment fait d'une. On voyait qu'il y avait un CRM derrière, parce qu'à chaque fois que je rentrais sur le site, j'avais un petit pop-up. Après, on me rappelait. Donc, c'était très, 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 très bien fait. Bah, bien sûr, si vous n'avez pas d'outils aussi sophistiqués que ça, faites-le d'une façon manuelle, mais je vous conseille de faire un suivi de la vente. Ça, c'est très important. Ou de la non-vente. Si la personne vous a dit non, bah, rappelez-moi dans 3 mois. Bah, rappelez-le dans 3 mois. Vous savez que personne d'autre va le faire. Moi, je peux vous dire, ça fait 23, 24 ans que je suis dans le business, j'ai jamais été rappelé par un commercial. Jamais. Jamais. Je vous assure. Il y a des gens qui ont voulu me vendre des assurances, qui ont voulu me vendre des CRM, vendre jamais. Je leur disais, rappelez-moi dans 6 mois. Vous croyez que la personne, elle note? Elle dit, mais non, celui-là, ça ne m'intéresse pas. Allez, au suivant. Eh bien non, rappelez la personne, parce qu'à mon avis, c'est des ventes qui sont, ce n'est pas mon avis, mais c'est des ventes qui sont perdues. Donc faire un suivi client, c'est très important, et avoir un modèle de vente, essayer d'avoir votre propre modèle de vente. Alors on va essayer d'aller à la slide suivante. Ah oui, alors là c'est un petit film que je voulais vous montrer. J'espère que le son sera bon, et j'espère que ça va marcher surtout. Alors attendez, on va essayer. Alors, John, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça marche. Vous me demandiez des renseignements sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Ok, super. La raison de mon appel aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute? La société s'appelle Aerotime International. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse du Midwest. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut se décider. Les actions se vendent sur le marché de gré à gré à licence le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de $6 000 pourrait monter à plus de $60 000. Exactement, vous pourriez rembourser votre crédit. Ce que je peux vous promettre, c'est que même sur ce marché, je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes parce que j'en ai très peu. Et dans le cas d'Aerotime, on se base sur des facteurs techniques à la pointe. Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour $4 000, je peux le faire. 4 000, ça vous ferait 40 000 actions, John. Laissez-moi bloquer cette transaction tout de suite et ma secrétaire vous rappellera pour vous le confirmer. Ça vous va? Oui, très bien. Super. John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Putain, comment t'as fait ça? Allô, John, comment Voilà. ça va aujourd'hui? Bon, alors voilà. J'espère que vous avez entendu le son. Oui, oui, on a bien entendu. Vous avez bien entendu. Bon, alors bon, ça c'est une scène mythique pour tous les vendeurs. En fait, c'est Jordan Belfort qui est joué par Leonardo DiCaprio, qui arrive dans une sorte de centre d'investissement où ils vendent des actions pourries. Et lui,
contrairement aux autres, il arrive à faire un speech. Et qu'est-ce qu'il a donc justement? Il a un script. Et ça, c'est très important si vous faites du phoning. Ça veut dire qu'il a, il a du monde là, qui parle. C'est bon? Alors, donc il a un script. Et donc, il a noté, en fait, son argumentaire pour ne pas. Et en plus, il a appris par cœur. C'est ça ce qu'on appelle l'argumentaire en termes de vente. Et moi, je vous invite à avoir ce script, cet argumentaire qui va vous permettre. Alors, au début, on est guindé, on est dans l'argumentaire. Mais après, quand on prend aisance et qu'on devient plus confortable avec ce script-là, on va pouvoir jouer avec. Mais ne partez jamais en appelant le client sans savoir ce que vous allez lui dire. Là vous allez au casse-pipe. Vous risquez de vous faire rétamer parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe. Donc, vous avez vu la façon dont cette personne-là arrive. Et d'ailleurs, vous voyez tout le monde là, qui n'est pas habitué à avoir un script le regarde comme si c'était un extraterrestre. Donc voilà, donc ayez un script. Pour conclure, donc on va rester dans l'heure, là, je pense. Les facteurs succès, de clés de succès, moi, je dis vraiment, il faut rester authentique, il faut être soi-même. Si vous êtes quelqu'un qui avait le contact rapide avec les autres, restez comme ça. Si vous êtes plus timide, dites bon bah écoutez, vous savez, c'est mon premier rendez-vous, j'espère que ça va bien se passer. Vous voyez, que la personne ait un peu d'empathie avec vous. Donc authentique, professionnel, ponctuel. Alors là, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour un vendeur. Si on vous dit vous venez à 15h15, c'est pas à 15h20. Moi, la semaine d'avant, j'étais au Maroc, on m'a donné rendez-vous à 15h15. Ben, à 15h, j'étais chez le client. Je ne me suis pas pointé à 15h30 parce que ça, c'est des choses qui ne passent pas. Respectez la parole donnée. Quand vous dites à la personne, ben, je ne sais pas, on vous dit, mais votre logiciel, finalement, il tourne sous HTML5. Bon, vous n'êtes pas technicien, je ne sais pas. Je vais voir avec le service technique. Je vous rappelle lundi. On rappelle la personne lundi. Et c'est très rare, les gens qui vous rappellent. Je l'ai dit, moi, je n'ai jamais personne qui m'a rappelé. Donc, en 23 ans, donc je suis peut-être une exception, mais quand même. Donc, respect de la parole donnée. Être réactif, ça veut dire quand on vous envoie une offre, une consultation, on vous dit, tiens, j'aurais besoin de, je ne sais pas moi, 20 palettes de ta, eh ben, faut être le premier à répondre. C'est ça la réactivité. Quand vous avez une demande d'un client, vous laissez tout tomber, et il faut foncer pour être le premier à répondre. Et après, vous avez envoyé le mail, vous prenez le téléphone. Ah, bonjour, monsieur Babacar, vous allez bien? Ça va? Tout se passe bien? Je vous ai envoyé un mail. Qu'est-ce que vous pensez? On se situe comment par rapport aux autres? Tac. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on gagne des affaires. C'est pas en disant, ah ben non, en fin de journée, je vais ouvrir ma messagerie et peut-être que je vais répondre aux gens. Non, ça se passe pas comme ça. Et être positif. Ça, c'est le grand… avoir le sourire, vous disiez, madame, avoir le sourire, c'est vrai. Il faut être positif. Même quand on vous referme la porte au nez, eh ben, c'est comme ça dans la vie. Il faut continuer à avoir le sourire et avoir la pêche. Voilà, pour ma part, j'ai terminé cette présentation. J'espère qu'elle vous a été agréable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour la présentation, Karim, qui a été franchement très claire. Merci à vous. L'audience, si vous avez des questions, bienvenue. Sinon, moi, j'ouvre le bal. J'ai une question. Super. Voilà, il y a Fallou Sen qui lève la main. Fallou, tu veux parler ou bien? Fallou? Ou bien tu as… Oui, vous m'entendez? Oui, Fallou, on t'entend. Voilà, parfait. Merci, professeur, pour la présentation. La connexion se dégrade, on te perd, Fallou. Je suis dans le domaine de la prestation Karim, est-ce que vous entendez? de services
d'utilisation, des infections, je suis désolé, je suis en cours de route. On fait du Voilà, B2B pour l'activité commerciale, on fait en tant que gérant. oui, Sinon, je vais écrire un texto, comme ça va être beaucoup. voilà. C'est-à-dire, nous qui Écrivez. faisons le B2B dans le domaine de la prestation, est-ce qu'on peut recruter un commercial? Et si on recrute un commercial, qu'est-ce qui va être son activité? Est-ce qu'on recrute un commercial? J'ai pas compris D'accord. l'activité. Ou bien tu écris Et ça? si on recrute le commercial? Oui, vas-y. En fait, l'activité commerciale, c'est du B2B. On fait de la prospection téléphonique au niveau des entreprises. Je Oui. souhaite recruter un commercial, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va être son activité en réalité. Parce qu'il ne pourra pas se déplacer, aller dans les entreprises sans pour autant avoir un rendez-vous au préalable. Oui. Oui. Bah, dans ce cas-là, Voilà, c'est ça la question. C'est-à-dire nous qui... Oui. Bah, dans ce cas-là, il va falloir effectivement lui donner un listing, à mon avis, d'entreprise ou de contact, et qu'il fasse justement avec un script, on va dire le démarchage téléphonique avant d'aller voir les clients en face à face, si c'est possible, bien sûr. D'accord. Parce que jusqu'ici, c'est une activité que je gère moi-même en tant que gérant, Oui. et ça se passe bien. Sauf que je souhaite déléguer ça par un commercial, mais j'arrive pas quand je vois que chaque matin, de 10 heures, je fais ma prospection téléphonique. Commercial qui, je ne sais pas, ne pourra pas aller sur le terrain comme les autres commerciaux. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller sur le terrain? Parce que tout d'abord, il faut prendre le rendez-vous, il faut Ah oui, appeler bien déjà, sûr. faire la Oui, prospection téléphonique avant d'aller maintenant. oui, bien C'est-à-dire, sûr. lui, son quotidien, je n'arrive pas à imaginer son quotidien. Ben, bon, si vous voulez, on peut en parler une façon privée. Je pense que Babacar pourra vous donner mes coordonnées. On pourra peut-être se faire un petit call si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Parce que comme ça, moi, Avec je plaisir, oui. comprendrai un peu l'activité de votre entreprise pour mieux vous répondre. Parfait, parfait, ça me va. D'accord, parfait. Merci, Fall, pour l'intervention. Il y a Dago Ange Amos. Vous avez levé la main. Souhaiteriez-vous intervenir? Dago Ange Amos. Vous êtes... Voilà. Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, Dago, on t'écoute. Oui, c'est on bon. vous entend. Merci beaucoup, professeur, pour votre brillante intervention. Ma question sera de savoir quel est le meilleur modèle de prospection que vous pouvez nous conseiller. Prospection physique, terrain ou prospection online? Quelle est votre activité? Quelle est votre activité, monsieur? Je suis essentiellement ici. Là, ce sera dans le B2B. Nous faisons du covoiturage. Vous faites du covoiturage. Oui. Et comment est-ce que vous arrivez à avoir vos clients? C'est sur une plateforme Internet ou Actuellement, vu que nous ne couvrons pas forcément tout l'étendue de la capitale, nous avons préféré le digital en leur envoyant un lien qu'ils vont remplir. Et donc, en fonction de ce lien, de ce formulaire qu'ils vont remplir, qui va leur donner donc nos trajets, nos itinéraires, j'allais dire, et tout ça. Et après, nous, on les recontacte pour confirmer la vente. Moi, je pense qu'il faut rester sur le digital pour le moment, si ça marche bien. D'accord. Parce que si vous investissez dans un commercial, on va dire porte-à-porte, qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Vous mettez en relation de toute façon des usagers, c'est ça, hein? Allô, Dago, tu es là? Oui, j'ai été interrompu là. Je suis de retour. Désolé. Oui, vous mettez en relation des usagers, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Oui, bah, je pense que le digital, pour vous, est le meilleur canal, hein. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage pour votre activité. Merci beaucoup. Babacar, vous aviez une question? Oui, une question
assez costaud quand même. Ah oui, on va voir, oui. Alors, moi, je vais contextualiser un peu. Oui. Prenons le cas d'un produit voilà, qui permet, c'est une solution de gestion d'énergie. Le produit permet, par exemple, de suivre sa consommation d'énergie. Bon, c'est une application à télécharger d'abord sur Play Store, App Store. En plus, il y a un équipement derrière. Oui. À installer, soit chez, les cibles, c'est les particuliers, de même que les professionnels. D'accord, c'est comme les panneaux solaires, quoi. Non, ce n'est pas les panneaux solaires, c'est-à-dire c'est une appli qui permet une gestion d'énergie. Ah, de la gestion d'énergie, d'accord. Voilà. De suivre sa consommation en électricité, de pouvoir éteindre sa clim à distance, de pouvoir mettre son chauffe-eau, etc. Voilà. Maintenant, pour ce type de produit, comment élaborer sa stratégie commerciale? Quelles sont les différentes étapes? Quelle étape je commence? Est-ce que je commence par voilà, le marché? Ensuite, j'enchaîne par quelle étape, etc. Voilà. Bon, je pense qu'effectivement, il faut voir quel est le marché de l'énergie. Est-ce que, par exemple, il y a accès au gaz naturel? Est-ce que c'est de l'électricité? Voir un peu… Électricité. Voir un peu avec un provider, par exemple, comment dire, un fournisseur d'électricité, si on ne peut pas se mettre avec lui pour bénéficier au moins de son réseau et de voir s'il ne peut pas distribuer notre produit. Parce que bien sûr, maintenant, on est dans tout ce qui est vert, et ce qui est normal, hein, économie d'énergie. Ça pourrait, à mon avis, être un MeToo intéressant avec un fournisseur d'électricité. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à faire du porte-à-porte et ça va être très compliqué de rentrer chez les gens et de les sensibiliser. Mais si vous leur dites, tiens, je peux faire baisser le prix de votre facture d'électricité et en plus, vous faites un bon geste pour la planète, je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? C'est-à-dire, on ne fournit pas de l'électricité. Non, j'ai compris. Voilà, l'outil, voilà, qui est une appli qui suivant un équipement installé dans la maison ou en entreprise, permet de suivre sa consommation d'énergie. Oui. Voilà, Oui. avec des graphiques, etc. Oui, mais dans ce cas-là, à mon avis, soit vous attaquez le marché, on va dire, d'une façon frontale, c'est-à-dire à avoir un commercial ou des commerciaux qui vont aller voir les grandes entreprises, donc plutôt un B2B, on va dire, faire du B2B ou du B2C, mais le B2C, ça dépend de la taille de la cible. Vous imaginez bien que je ne sais pas combien de personnes sont reliées à l'électricité, mais ça doit faire des millions. Donc, ça me paraît illusoire de pouvoir se lancer là-dessus. Ou alors, par exemple, il faut que vous ayez un partenaire. C'est pour ça que je pensais à un partenaire pour pouvoir profiter de son réseau de distribution. Voilà. Pour le B2C, ce sera plus de la communication digitale. Oui, ça, c'est possible. Oui, tout à fait, oui. Le démarchage se fera plus avec du B2B. Oui, mais pour le B2B, il faut bien qualifier votre cible. Hein. Parce que sur les millions de clients, il va falloir quand même trouver ceux qui vont être sensibles à cette nouvelle application de gestion de l'énergie. Hein. D'accord. Voilà. C'est un projet personnel, ça? Non, ce n'est pas un projet personnel. On va en parler en privé. D'accord, très bien. OK, super. À toute l'audience, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou bien c'est bon pour tout le monde? Tout le monde va aller manger, là. C'est bientôt l'heure, non, là? Non, il y a 1 heure de plus chez vous. Oui, il y a 1 heure de plus chez nous. Ouais. D'accord, donc les gens ont déjà mangé, là, non? Non, on n'a pas déjà mangé. On va manger dans 1h15. Hein. Ah oui, il y a 1 heure. Oui, d'accord. Donc, il y a une personne qui a levé la main. Élie, si tu es avec nous, tu peux… Je suis là. Merci. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, Élie, on vous entend.
Oui, Allez-y. en fait, j'aimerais savoir, parce que j'ai une activité, je suis dans le fret aérien, le commerce en ligne, bon, plus précisément le dropshipping, le e-commerce. Bon, Oui. actuellement, nous faisons le marketing via Internet, donc sur les réseaux sociaux. Et Oui. bon, on fait aussi du porte-à-porte. C'est vrai, on a baissé le prix du kilo pour les expéditions des courriers colis. Donc, j'aimerais savoir comment je peux devenir très performant dans mon activité, comment réussir le marketing. Donc, parce que actuellement, c'est vrai, les clients viennent prendre des renseignements, mais j'aimerais qu'est-ce qu'il faut pour modifier mon discours. Peut-être que le discours que je donne n'est pas assez pertinent ou percutant. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Ah oui, ben, je pense qu'il va falloir qu'on se parle en privé parce que c'est très complexe comme activité et je pense qu'il me faudrait plus de données pour pouvoir vous répondre. Et je le ferai avec grand plaisir. D'accord, merci. Bon, d'accord. Je pourrais vous envoyer mon numéro WhatsApp, comme ça on pourra communiquer. Oui, avec plaisir. Je pense que Babacar pourra peut-être après envoyer mes coordonnées. Moi, je suis open. On peut envoyer la présentation à tout le monde et on peut envoyer mon numéro de téléphone. Hein, donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Moi aussi, je vous enverrai une présentation sur WhatsApp pour que vous regardiez un peu comment on peut travailler dessus. Merci. Non, je vous en prie, mais je préfère pas vous dire n'importe quoi. Vous voyez des bêtises maintenant parce que je ne connais pas trop quel est le contexte de l'entreprise et je voudrais être sûr de l'activité et de votre cible. C'est pour ça que je préfère qu'on prenne le temps de pouvoir en discuter. D'accord, ça marche. Elie, vous faites une recherche sur LinkedIn, bon, dans mon profil, Babacar Diop. D'accord. Vous êtes dans le programme, non, de GreenTech? Oui, je suis dans le programme de GreenTech, oui. Voilà, donc si vous faites une recherche, c'est avec un grand plaisir que je vous passerai le numéro de Karim. D'accord, ça marche. Je vais poser une question. Oui, avec plaisir. Ok. Elmine. Allez-y, Elmine. Pour les partages d'expérience. Alors, ce que je veux dire, je suis dans le programme de GreenTech. Non, mais ça va s'écouter pour que j'aimerais savoir. Non, c'est bon. Ça. On vous entend, madame. Allô, Elie? Ou bien... Je crois qu'il faut couper votre micro parce que sinon, madame ne pourra pas parler. Voilà. Donc, Elmine, tu peux réactiver ton micro. Voilà. D'accord. Concernant les communications sur Facebook, oui. Quand on a capté quelqu'un, est-ce qu'on est obligé de passer par WhatsApp pour poursuivre? Est-ce que c'est prudent? Je ne sais pas. Je pose la première question. La deuxième question, c'est, en fait, je me rends compte que la vente en ligne est un potentiel, mais j'ai du mal à capter mes ventes. J'ai du mal à capter mes ventes. Voilà. Oui. Donc, vu un peu les performances du programme GreenTech, je me sens un peu... Enfin, je trouve que je n'arrive pas à atteindre ces performances-là. Pourtant, c'est fort possible. Voilà. Donc, comment faire? Vous avez un site web, madame? Non, je n'ai pas de site web. Ah. Comment vous faites alors pour faire les ventes en ligne? Non, j'envoie mes photos, les photos des produits. Ah, d'accord. Sur Facebook? Oui. D'accord, j'ai compris maintenant. OK. C'est difficile de... Enfin, bon, normalement, on peut avoir les données de trafic sur votre page si on les demande à Facebook. Après, vous savez, la vente en ligne, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des problèmes de capter la clientèle, c'est plus des problèmes de logistique. Et donc, si vous avez un flux logistique que vous maîtrisez bien, à mon avis, vous allez avoir d'une bonne notation sur votre page Facebook ou plus tard sur votre site.
et les gens vont être plutôt satisfaits parce que la plupart du temps, on est déçu parce que le côté logistique fait défaut. Après, vous me dites… Pardon, quand vous dites côté logistique, c'est quoi exactement? Je comprends pas. C'est l'expédition de vos produits. Vous passez par un transporteur pour envoyer vos produits ou par la poste? Par les motos, transport moto. On est… D'accord. D'accord, donc c'est plutôt fiable. Oui, c'est fiable. D'accord. Donc, bon, du moment que vous avez sécurisé la partie livraison, on va dire, pour ne pas dire logistique, à mon avis, là, vous pouvez, oui. Mais moi, je vous conseille quand même d'avoir au minimum un site vitrine sur Internet parce que ça fait quand même plus professionnel d'avoir un site que d'une page Facebook, hein. Oui, d'accord. Alors, concernant le site… Après, oui, pardon, je vous ai coupé. Vous vouliez Oui. dire? Concernant les sites Internet, j'avais essayé ça plusieurs fois et ça n'a pas marché. Je n'étais peut-être pas au bon moment, mais là, je ne veux pas encore faire les sites parce que, comme je vous dis, le minimum de vente là, pour faire vivre l'entreprise n'est pas encore atteint. On a aussi ce problème, comme l'autre disait, les commerciaux en ligne, comment les rémunérer? C'est au nombre, c'est comme les commerciaux, on va dire d'une façon terrain, c'est au nombre de ventes qu'ils vont faire. Il n'y a pas 36 000 choses. Un commercial, il doit vendre, madame. Donc, qu'il passe 10 heures et qu'il ait un client ou qu'il passe 1 heure et qu'il ait un client, il va falloir qu'on puisse le rémunérer à la commission sur les ventes. D'accord, mais maintenant, eux, ils me demandent de faire les affiches avec leur numéro en dessous. Bon, moi, je ne refuse pas. Est-ce que c'est normal? Je ne vous conseille pas de mettre leur numéro parce qu'après, vous allez perdre la main complètement sur la traçabilité et sur, on va dire, le parcours client. Par contre, il faudrait qu'il y ait un numéro, peut-être un numéro vert ou un numéro, je ne sais pas comment ça peut exister, où on peut appeler, on va dire, l'entreprise. Et c'est à partir de ce numéro-là qu'on va pouvoir faire le suivi. Mais que chacun donne son numéro de portable et tout, je ne suis pas favorable. D'accord. Ma dernière question. Prenez votre temps, prenez le temps. On a tout le temps. Comme j'ai le micro. Alors, ma question, c'est que moi, j'ai lancé un recrutement de e-commerciaux. J'ai eu une 300aine de commerciaux et je pense que peut-être on va travailler avec 5 ou 6 parce que je n'étais pas très efficace pour répondre rapidement sur la plateforme parce que je le fais seul. D'accord, j'ai pris quelqu'un pour ça et la personne n'a rien foutu. Donc, j'ai repris la main il y a 2 semaines sur le suite business. Donc, ma préoccupation, c'est comment organiser ces ventes-là. Est-ce qu'il y a des numéros, enfin, comment ces e-commerciaux doivent travailler? Est-ce qu'ils travaillent à partir de leur propre compte Facebook? Est-ce qu'ils travaillent sur mon compte Facebook? Du moment où on ne se voit pas, sur quelle base je leur confie certaines choses? Moi, c'est un truc que je ne maîtrise pas, quoi. Moi, je pense que comme ça va être des commerciaux, ils vont être salariés de votre entreprise. Non, hein, c'est au rendement, c'est des e-commerciaux, ils sont en ligne. D'accord, mais ils n'auront aucun lien de, on va dire, comment on dit ça, pardon, hiérarchie avec vous. En fait, ils n'ont pas de contrat de travail? Moi, je ne sais pas, c'est pour cela que je vous demande, est-ce qu'il faut faire un contrat pour des e-commerciaux? Écoutez, à mon avis, pour protéger votre activité, il faut faire un contrat de travail, à mon avis. Et dans ce contrat de travail, il va falloir bien sûr dire que toutes les données sont la propriété de votre entreprise et que, bien sûr, il s'engage à ne pas divulguer ou à donner les noms des clients à d'autres personnes. Mais moi, je serais plutôt partisan quand même qu'ils utilisent le site ou la page Facebook de votre entreprise. Et non pas leur page à eux, parce qu'après, les gens ne vont rien comprendre. Imaginez que moi, je sois un de vos e-commerciaux. Demain, quelqu'un vient sur mon compte Facebook, Karim, et moi, je vends… vous êtes dans quelle activité, excusez-moi? Alors, je vous ai dit que je suis agriculteur et je commercialise des champignons. C'est des champignons, d'accord. Donc, après, moi, je pense qu'il faut rester dans
dans la page, on va dire, Facebook de votre activité. Oui, oui. D'accord, mais comment eux, ils se projettent dedans? J'ai du mal à faire ce truc-là. Bah, ils doivent de toute façon avoir un plan de prospection, hein, et avoir un nombre de contacts à faire. Je vous ai dit, hein, de toute façon, ça doit être absolument automatisé, ce genre de choses. Donc, ils doivent avoir un plan de prospection, un nombre de contacts, et vous les rémunérez sur les ventes, vous. Donc, c'est moi qui leur donne les contacts. Oui, ils ne peuvent pas les avoir eux-mêmes, j'imagine. Ah, mais ça que c'est mieux que moi-même je fasse le travail. Bah, écoutez, il faut bien travailler un peu. On est en ligne. Une petite Peut-être que les contribution. autres participants peuvent contribuer. Moi, je ne comprends pas. On est en ligne. Si moi, j'avais les contacts, je n'aurais pas eu besoin d'eux. Ah oui, d'accord, je vois. Donc, d'accord. Donc, vous n'avez pas les contacts. Donc, ok, je n'avais pas bien compris. Donc, Voilà, je n'ai pas les contacts. dans ce cas-là, c'est à eux, effectivement, d'aller chercher les contacts. Oui, 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 vous avez raison. Vous avez Dans les raison. cadres de prospection, bien sûr. Oui, oui, dans le cas de prospection. Oui, Voilà. oui. Et donc, vous étiez intervenu au début et vous intervenez à la fin. Alors, j'espère que je vais recevoir une boîte de champignons, alors, là. Ah bah oui, hein. C'est des champignons de Paris que vous faites ou c'est d'autres champignons? C'est les pleurotes. Les Ah, pleurotes. d'accord. Voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup de Tunisiennes ici qui achètent mes champignons. Hein. Des Tunisiens, oui, 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 mais c'est assez apprécié comme. Mais pour revenir à votre problématique, oui, je pense que c'est à eux de chercher les contacts et Voilà. vous les rémunérerez sur la réalisation, parce qu'on ne peut pas rémunérer un commercial au temps passé, par exemple. Un commercial, il va peut-être avoir un fixe qui va être minime, mais après, vous allez lui donner des commissions sur les ventes. Mhm. Voilà. D'accord. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci. Merci. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Je vais laisser mon numéro de téléphone à Babacar et mon email, et je me ferai un plaisir, si vous avez des questions spécifiques, de vous répondre. Hein. D'accord, merci Karim. Donc, est-ce que la séance, vous avez des questions ou bien c'est bon à votre niveau? Karim, s'il y a plus de Moi, questions. c'est bon. Moi, je vois plus personne là, donc Voilà. Je vous pour donne moi, je pense qu'on peut clôturer. voilà, je vous donne le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, merci à toutes et à tous, c'était très intéressant. Et puis, merci à Green Tech Capital pour m'avoir donné l'occasion d'intervenir. Et j'espère pouvoir continuer la conversation avec les intervenants qui le souhaitent. Je suis toujours disponible. Ah tiens, je vois un truc qui clignote là-haut. C'est ton interlocutrice, Shokura, qui vous remercie. Ah d'accord, super. Voilà, très bien. Et au plaisir alors. Merci à vous d'avoir pu vous libérer, de nous avoir consacré du temps pour ce partage d'expérience. Franchement, nous sommes reconnaissants. Merci à vous. Et avec votre permission, cette vidéo sera mise en ligne sur YouTube. Oui, sans problème, il n'y a aucun souci. D'accord, merci. D'accord. Merci Karim. Beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous également. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci.